Obélisques, temples, statues colossales et bien sûr, les pyramides. Telle est l'image que tout le monde se fait de l'Égypte antique. Une glorieuse civilisation au savoir tellement avancé que certaines de leurs réalisations recèlent encore de nombreux mystères. C'est sans doute parce qu'en matière d'ancienneté, l'Égypte bat tous les records. Imaginez-vous que selon la chronologie conventionnelle, les pyramides auraient été bâties vers moins de 1500, il y a 4500 ans. Comment en comprendre les mystères ? On double carrément l'ancienneté des vestiges grecs et romains. Les temples comme ceux de Karnak ou d'Abou Simbel dateraient eux d'environ moins 1500, il y a tout de même 3500 ans. Et pourtant, ils sont toujours debout. Devant ces vestiges si bien conservés, souvent encore éclatants de couleurs, ne devrait-on pas douter de leur ancienneté ? Comme toute bonne civilisation antique qui se respecte, les anciens Égyptiens avaient été des experts dans pratiquement tous les domaines. Si la chose est particulièrement évidente concernant l'architecture et l'art monumental, il y existe, comme en Grèce, une discipline où les Égyptiens excellèrent, les sciences. Voici le papyrus Rhind, daté conventionnellement de moins 1600. Incroyable témoignage des savoirs antiques, il présente la résolution de plusieurs dizaines de problèmes de géométrie et de mathématiques. Parmi eux, la célèbre quadrature du cercle, un problème qui ne fut reconnu comme insoluble qu'au XIXe siècle. À la vue de cet exceptionnel niveau scientifique, architectural ou artistique, dont attestent les vestiges des anciens Égyptiens, peut-on adhérer aveuglément à la trame temporelle admise qui les fait remonter à des temps ancestraux ? La momie d'un pharaon des plus emblématiques pourrait bien contredire cette chronologie, celle de Ramsès II. En 1976, la momie de Ramsès II, en proie à une dégradation sérieuse, est autorisée à quitter le sol égyptien pour venir subir un traitement de choc en France. Une analyse en profondeur fut menée sur le corps au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle mènera les botanistes à une déconcertante découverte, ainsi résumée par une éminente égyptologue française, Christiane Desroches Noblecourt. Les embaumeurs avaient utilisé un fin hachis de feuilles de Nicotina L, trouvé contre les parois du thorax à côté de dépôts de nicotine, certainement contemporains de la momification, mais qui pose un problème car ce végétal était inconnu en Égypte, semble-t-il. Sous le terme de Nicotina L, il faut comprendre que ce sont bien des résidus de tabac qui furent découverts à l'intérieur de la momie de Ramsès II. Comme l'égyptologue le dit si bien, ce végétal pose un énorme problème aux spécialistes. C'est pour cause. Le tabac est endémique d'Amérique, un continent découvert en 1492. À l'image des nombreuses impossibilités chronologiques déjà évoquées, que fait donc ce végétal américain dans la momie d'un pharaon ayant vécu conventionnellement 13 siècles avant notre ère ? Mais il y a plus troublant encore. En 1992, une scientifique allemande, Svetla Bonobanova, confirma que la momie de Ramsès II n'était pas un cas isolé. Elle trouva à nouveau des traces de tabac dans d'autres momies, datées, elles, des alentours de moins 1000. Elle y détecta en outre une autre substance beaucoup plus stupéfiante, de la cocaïne. Or, la chose est bien connue, la mastication de la coca est une pratique typique de l'Amérique du Sud. Et pour cause, tout comme le tabac,
la coca est également originaire du Nouveau Monde. De nombreuses autres momies furent examinées, toujours avec le même résultat. Du tabac et de la coca sont bien présentes dans ces artefacts égyptiens datés de temps lointains. Bien évidemment, si l'on en croit la chronologie conventionnelle, il est impossible que des végétaux originaires d'Amérique se soient retrouvés de ce côté-ci de l'Atlantique avant 1492. Sauf à imaginer, comme pour les Romains un peu plus tard, que les fabuleux Égyptiens antiques avaient traversé l'Atlantique plusieurs millénaires avant Christophe Colomb. Mais encore une fois, les nombreuses fresques attestent de capacités navales beaucoup trop limitées pour envisager une telle prouesse. Il ne nous reste probablement qu'une seule hypothèse à explorer pour expliquer ce fumeux mystère des momies égyptiennes. Reconsidérer leur âge. Si elles contiennent des substances endémiques d'Amérique, elles ne peuvent pas dater d'avant les voyages de Christophe Colomb. Dès lors, ce serait évidemment le cas du célèbre pharaon Ramsès II. Sa mort ne serait pas antérieure à 1492. À l'image de l'ananas pompéien pour Rome, le tabac et la cocaïne des momies pourraient bien constituer une preuve flagrante de l'énorme erreur de datation affectant l'âge d'or de l'Égypte ancienne, le Nouvel Empire. Son époque pourrait être incroyablement plus récente que sa datation académique. Si on en croit l'hypothèse récentiste attestée par ces végétaux américains, le Nouvel Empire égyptien daterait en réalité de la Renaissance. Il existerait alors près de 3000 ans d'écart avec la chronologie conventionnelle. Un gouffre abyssal. Mais dans ce cas, qu'en serait-il de l'époque de l'Ancien Empire, celui qui avait vu l'érection des célèbres pyramides ? Au diable les aberrations temporelles, il est situé 1000 ans plus tôt que le Nouvel Empire. Dans un contexte si ancien, il n'est certainement pas étonnant qu'aucun égyptologue ne parvienne à en percer les mystères. De nombreuses théories circulent au sujet des pyramides égyptiennes. Face aux problèmes insolubles que posent ces énigmatiques monuments, notamment celui de leur construction, aucune hypothèse académique ne fait réellement consensus. Et pour cause, les pyramides étant datées conventionnellement de l'Ancien Empire égyptien vers moins de 1500, on se demande bien comment on aurait pu tailler, charrier et élever autant de pierres si lourdes à une époque située 1000 ans avant l'âge d'or du Nouvel Empire. Mais évidemment, si la momie bourrée de tabac de Ramsès II datait bien d'après la Renaissance, il y aurait de quoi largement remettre en question l'époque des pyramides. Se pourrait-il qu'elle soit, elle aussi, beaucoup plus récente qu'on le dit? Et si leur mystère résidait simplement là, dans leur datation erronée? La période des pyramides a ceci de particulier qu'à l'échelle de l'interminable chronologie égyptienne, elle est à la fois très ancienne et très courte. Très ancienne car les pyramides furent construites au tout début de l'histoire égyptienne. Ainsi, dès l'avènement de cette fabuleuse civilisation, ces architectes avaient été capables de concevoir et d'élever la gigantesque grande pyramide de Gizeh, un monument daté de moins de 1550, qui restera le plus haut du monde jusqu'au XVIIe siècle. Et puis, la chronologie relative des pyramides est très courte. Paradoxalement, les anciens Égyptiens qui avaient employé les mêmes hiéroglyphes, fabriqué les mêmes statues ou dessiné les mêmes bonshommes de profil pendant 3000 ans,
n'avait érigé des pyramides que sur une période de 150 ans, comme si cet exploit n'était qu'une parenthèse anecdotique dans cette interminable chronologie. Une fois en place, on avait, semble-t-il, bien vite oublié ces monstres de pierre. Aucun texte, ni aucune fresque du Nouvel Empire ne les mentionne. Il fallut attendre plus de 2000 ans après leur érection pour qu'un célèbre historien grec, Hérodote, nous parle enfin de ces pyramides bien peu discrètes. Et avec force détail puisqu'il décrit même leur construction à l'aide de machines en bois. Oui, mais sachant à présent ce que la machine denticitaire nous a révélé de l'époque réelle de la civilisation grecque, on peut réellement douter du caractère antique du fameux Hérodote. Cela signifierait-il qu'aucune pyramide ne fut jamais construite dans une antiquité multimillénaire, mais il y a seulement quelques siècles ? Les stèles de marbre gravées nous ont déjà été d'un précieux secours pour dater réellement l'éruption du Vésuve en 1631. Une autre allait nous offrir la même opportunité concernant les pyramides des Égyptiens. Elle se trouve en France, tellement discrète que peu de chercheurs la connaissent. Et pour cause, elle est juchée tout en haut d'un monument coutumier de notre patrimoine, une cathédrale, plus précisément celle de Rodez, achevée en 1550. Voici la curieuse inscription en latin que nous ont laissé les bâtisseurs dans la pierre de son clocher. Que se tiennent loin les travaux des insensées pyramides des Égyptiens, que se perpétuent les miracles du monde. Ainsi, au beau milieu du XVIe siècle, des bâtisseurs de cathédrales avaient apparemment trouvé opportun de se comparer avantageusement à leur bien lointain homologue égyptien au point de le clamer haut et fort dans une épitaphe gravée dans la pierre. N'y a-t-il pas là quelque chose de parfaitement incongru ? Il y aurait bien une raison qui pourrait expliquer cette anachronique référence à l'Égypte antique. C'est que l'Égypte ne soit pas aussi ancienne qu'on le dit et que, par exemple, les deux chantiers en question aient été simultanés. Dans ce cas, le message laissé par les bâtisseurs de la cathédrale de Rodez en 1550 ne témoignerait désormais plus d'une incompréhensible rivalité entre des artisans séparés de 4 millénaires, mais d'artisans contemporains. Instantanément, cette curieuse épitaphe n'aurait plus rien d'anachronique. Mais évidemment, cela signifierait que les pyramides auraient été érigées en Égypte sensiblement à la même époque que la construction de la cathédrale de Rodez au XVIe siècle. Et comme leur chronologie relative s'étale sur 150 ans, nous pourrions les imaginer construites jusqu'au XVIIe siècle. Celles du plateau de Gizeh étant les dernières de la liste, elles pourraient ne dater que des alentours de 1650. Un choc. Mais dans les faits, de nombreux indices convergent vers cette époque, à commencer par l'outillage. De nombreuses interrogations concernant l'outillage des anciens Égyptiens préoccupent les chercheurs alternatifs. Tailler une roche aussi dure que du granit à l'aide de burins en cuivre ou en bronze, comme l'avance l'explication académique, semble pour le moins fastidieux. Mais cette énigme en cache une autre, probablement plus épineuse. De quels instruments de géométrie disposait-on à l'époque ? Il est unanimement admis que malgré leur ancienneté supposée, les concepteurs des pyramides ou du plan du plateau de Gizeh étaient de remarquables géomètres.
L'implantation soignée des bâtiments ou leur forme étudiée nécessitèrent de toute évidence une étude théorique préalable avant la réalisation. Mais après avoir couché ces plans sur papyrus, encore fallait-il les reporter sur le terrain, à la bonne échelle et selon les bons angles. À l'aide de quel instrument les anciens avaient-ils procédé ? Cette question n'est quasiment jamais évoquée, et pourtant elle n'est pas la moins problématique. Des chercheurs indépendants ont identifié en Égypte une étonnante relation géométrique à longue distance totalement anachronique. En effet, cette relation est d'ordre géodésique, une science qui ne naîtrait qu'au XVIIe siècle. Si à l'aide de Google Earth, on trace une ligne reliant le sommet de la grande pyramide de Gizeh et un autre monument attribué à l'Antiquité égyptienne, l'obélisque d'Héliopolis, situé à 23 km de là, on constate une correspondance qu'on aurait du mal à attribuer au hasard. Cette ligne est très précisément orientée à 45 degrés par rapport à l'axe est-ouest. Elle est donc exactement la diagonale d'un carré dont les côtés sont alignés sur les axes cardinaux. Comment les Égyptiens, censés avoir vécu au IIIe millénaire avant notre ère, auraient-ils pu obtenir un angle d'une telle précision entre deux constructions distantes de 23 km ? À l'aide d'une corde à 13 nœuds ? Probablement pas, car dans ce cas, elle aurait dû mesurer 65 km. Non, il n'y a certainement qu'une seule explication possible à cette implantation géométrique sur une si longue distance. C'est que les Égyptiens aient utilisé un instrument de mesure des angles. Et par bonheur, on connaît exactement la date de son invention, 1597. Voici le graphomètre. Dans notre histoire, il s'agit du premier instrument capable de mesurer et de reporter des angles sur une longue distance, comme on l'avait fait en Égypte. En Occident, il permit les toutes premières réalisations des fameux jardins à la française, comme à Vaux-le-Vicomte. Il initia également la première campagne de mesure de la France. Comment ? En utilisant des propriétés trigonométriques édictées par deux célèbres savants grecs du VIe siècle avant notre ère, Thalès et Pythagore, dont l'époque n'est certainement pas antique. C'est ce qu'on appelle la triangulation, une technique qui fut employée jusqu'à l'avènement des satellites. Mais nous étions au XVIIe siècle, aucunement à l'époque de Thalès ou Pythagore, et encore moins à l'époque supposée de la construction de la Grande Pyramide en moins de 1550. Pourtant, en Égypte, c'est bien un parfait exemple de triangulation qui existe entre la Grande Pyramide et l'obélisque d'Héliopolis. Peut-on réellement imaginer que 4000 ans avant le graphomètre, les anciens Égyptiens avaient pu se passer d'un instrument aussi similaire pour implanter deux monuments selon un parfait angle à 45 degrés. Plus plausiblement, de telles capacités ne devraient pas dater d'avant son invention, c'est-à-dire avant 1597. Une époque incroyablement récente au regard des datations académiques 4 fois millénaires. Mais en fait, les images d'époque pourraient parfaitement en attester. Aussi curieux que cela puisse paraître, s'agissant de monuments vieux de 4500 ans, il n'existe aucune représentation réaliste de la Grande Pyramide ou du Sphinx avant le milieu du XVIIe siècle. Toutes les images ou descriptions antérieures à cette époque fourmillent d'erreurs cocasses ou d'approximations croustillantes. Pyramide à forme beaucoup trop effilée ou sphinx à tête de femme. Historiquement, la première représentation conforme à la remarquable géométrie de la Grande Pyramide
est celle de John Greaves. Savez-vous de quand elle date? De 1641. Plus surprenant encore, à la suite de ce dessin, plus aucune erreur de proportion ne sera constatée sur les représentations de la Grande Pyramide. C'est comme si elle venait à peine d'être construite et qu'on l'avait enfin sous les yeux pour pouvoir la dessiner correctement. Encore une fois, la date de ces représentations conformes nous indiquerait que le plateau de Gizeh n'aurait été achevé qu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après l'invention du graphomètre, instrument indispensable à sa conception. À l'intérieur de la Grande Pyramide, il existe probablement une preuve décisive de cette époque récente. Une unité de mesure totalement anachronique qu'on retrouve dans sa chambre haute. Le mètre. Oui, vous avez bien entendu, le mètre. De nombreux chercheurs alternatifs s'étonnent d'incroyables mesures effectuées sur la Grande Pyramide. En effet, elles laissent à penser que ses concepteurs avaient employé une unité de mesure totalement déroutante, le mètre. Un des exemples se trouve dans sa chambre haute, dont le périmètre mesure 31,416 mètres. En fait, ce nombre est 10 fois la valeur de pi. Le problème, c'est que cette mesure ne fonctionne qu'avec une seule unité, le mètre. Par conséquent, le périmètre de la chambre haute de la Grande Pyramide témoigne à la fois de la connaissance de pi, mais surtout du mètre. Pas totalement convaincu? Alors observons cette fois-ci les mesures de l'extérieur de la Grande Pyramide. Selon les valeurs communément admises par les égyptologues, sa base est un carré de 440 coudées royales de côté. Son demi-périmètre mesure donc 2 fois 440 coudées, soit 880. Sa hauteur, elle, est de 280 coudées. En soustrayant ces deux chiffres, soit le demi-périmètre moins la hauteur, on obtient 600 coudées. En prenant la valeur admise d'une coudée égale à 52,35 cm, ces 600 coudées égyptiennes mesureraient 314,16 mètres. Eh bien, cette valeur est exactement égale à 100 fois pi. Et bien entendu, encore une fois, nous sommes en mètres. Pi, le mètre, et à présent la coudée royale. Comment ces trois valeurs mathématiques peuvent-elles être imbriquées simultanément dans les mesures de la Grande Pyramide? C'est sans doute parce qu'il existe entre elles une incroyable relation géométrique les rassemblant. Traçons un cercle d'1 mètre de rayon, ce qu'évidemment aucun ancien Égyptien n'aurait pu faire. Et pourtant, selon la formule bien connue, le périmètre du cercle est égal à 2 fois pi fois r. Soit, dans notre cas, avec son rayon d'1 mètre, il serait de 6,2832 mètres. Eh bien, chose extraordinaire, si on divise ce périmètre en 12 sections égales, comme on le fit par exemple sur nos cadrans d'horloge à partir du XIVe siècle, sur les zodiaques égyptiens ou sur celui de la machine denticitaire, un phénomène déconcertant apparaîtrait alors. Chacune des 12 subdivisions du périmètre mesurerait exactement 52,36 cm. À 1/10 de millimètre près, soit un écart insignifiant, il s'agit de la mesure de la coudée royale égyptienne identifiée précédemment sur l'immense périmètre de la Grande Pyramide.
Voici donc l'incroyable relation mathématique qui unit la coudée royale égyptienne et le maître. Une seule conclusion devrait s'imposer. Ces deux unités de mesure sont incontestablement liées. Or, au regard de la chronologie conventionnelle, les 4 millénaires les séparant devraient rendre une telle corrélation impossible. Sauf si, bien sûr, comme l'avancent les récentistes, cette chronologie est erronée et qu'elle doit être considérablement raccourcie. Dans ce cas, le maître et la coudée royale pourraient bien avoir été contemporains. Dès lors, l'énigme insoluble de la présence du maître dans les mesures de la Grande Pyramide n'aurait plus rien d'anachronique. Pour des égyptologues situant sa construction en moins de 1550, une telle conclusion est naturellement aberrante. Et pourtant, il ne s'agit pas là d'élucubrations fantaisistes, mais de mesures concrètes incontestables. Si certains égyptologues les admettent du bout des lèvres, ils attribuent certainement un peu naïvement la présence du maître au simple hasard. Ben voyons. Mais pour un récentiste, le maître pourrait bien signer définitivement l'époque réelle de l'édification de la Grande Pyramide. Si on pense que le maître ne date que de la Révolution française de 1789, on se trompe de plus d'un siècle. Dès la moitié du XVIIe siècle, l'Anglais John Wilkins avait travaillé sur le système décimal et une mesure universelle. C'est finalement en 1675 qu'un savant italien lui donna son nom définitif, le Metro Cattolico. Il s'appelle Tito Livio Burattini. En parcourant sa biographie, on le découvre comme scientifique foisonnant dans de nombreux domaines, mais également passionné d'égyptologie. Figurez-vous que cet éminent savant passa même 4 ans de sa vie en Égypte. À quelle date ? Entre 1637 et 1641, c'est-à-dire exactement à l'époque de la première représentation conforme de la Grande Pyramide par John Reers. On décrit même Tito Livio Burattini comme étant impliqué dans des monuments de la ville d'Héliopolis. Mais à Héliopolis, le seul monument identifiable n'est autre que le fameux obélisque. Souvenez-vous, celui qui est implanté à 45 degrés par rapport à la Grande Pyramide selon de parfaits principes de triangulation. Eh bien, figurez-vous que Tito Livio Burattini initia justement une campagne de triangulation de l'Égypte. Il fut pour cela l'inventeur du télescopo, une évolution du graphomètre équipé d'une lunette permettant des prises de mesure plus éloignées. Peut-être sur 23 km, la distance séparant la Grande Pyramide et l'obélisque d'Héliopolis ? Ainsi, rassemblés dans le personnage de Tito Livio Burattini, nous posséderions toutes les compétences nécessaires à l'élaboration d'un projet pharaonique comme le plateau de Gizeh. Sans pouvoir affirmer catégoriquement qu'il y joua un rôle, c'est incontestablement son maître et son époque qui nous indiquent que nous ne serions aucunement au 3e millénaire avant notre ère, mais définitivement au XVIIe siècle. Cependant, même à cette époque récente, aurait-il été possible de charrier des monolithes de plusieurs tonnes sur des kilomètres, puis de les hisser à plusieurs dizaines de mètres de hauteur ? Probablement pas, car même à l'aide des gigantesques grues du chantier de Versailles, une telle prouesse était impossible. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller chercher ailleurs le mystère de la construction des pyramides. Et c'est un savant français qui pourrait bien l'avoir percé, le professeur Davidovits.
Chimiste de formation, mais également égyptologue, le professeur Davidovits n'a rien d'un récentiste. Et pourtant, sa géniale découverte pourrait bien apporter de l'eau au moulin de cette hypothèse. En quoi consiste-t-elle ? Tout simplement en une solution plausible au problème de la construction des pyramides, le béton géopolymère. Selon le professeur Davidovits, les blocs de la pyramide n'auraient aucunement été taillés puis transportés puis hissés, ce qui semble impossible vu leur poids, mais simplement fabriqués en pierre reconstituée. Ainsi, pour créer de gigantesques blocs intransportables au premier regard, il aurait suffi de monter de la pâte de calcaire dans des seaux sur le flanc de la pyramide, puis de la réagglomérer dans des moules préfabriqués. Après séchage, comme il l'a expérimenté, ces pierres artificielles donnent l'illusion parfaite de blocs massifs taillés. Mais elles ne trompent désormais plus les instruments scientifiques modernes. Observées au microscope, les pierres authentiques de la Grande Pyramide ont révélé une structure bien éloignée de celle des pierres naturelles. On y retrouve un enduit, des bulles d'air et des éléments étrangers comme des filaments d'origine végétale ou animale. Bien évidemment, ces éléments extérieurs n'ont pu se retrouver à l'intérieur de ces pierres que si elles sont artificielles, issues d'un mélange savamment élaboré. Mais cette technique nous enseignerait-elle sur notre principale interrogation ? De quand date la Grande Pyramide ? Peut-être, car ce procédé chimique du géopolymère rejoindrait immanquablement l'idée du béton. Et nous savons à présent que le fameux béton romain fut en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle et qu'il n'a par conséquent probablement pas l'ancienneté qu'on lui attribue. Ce pourrait également être le cas des pierres reconstituées de la Grande Pyramide, car seul ce procédé permet de comprendre la présence de blocs aussi lourds à une telle hauteur. Cette hauteur pourrait par ailleurs constituer un ultime élément de datation du monument. Avec la théorie récentiste, il semble désormais évident que les capacités architecturales avancées de l'humanité ne datent aucunement de l'Antiquité, mais qu'elles avaient évolué de manière linéaire. Il pourrait en être de même concernant la hauteur des bâtiments qu'on avait pu ériger. Si on devait placer la Grande Pyramide dans une frise temporelle présentant les bâtiments les plus hauts de l'histoire, où serait-elle située ? Avec ses 147 mètres, elle se placerait chronologiquement juste après la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et ses 142 mètres. Or, l'achèvement de cette cathédrale date de 1647. S'il est bien connu que tous les chemins mènent à Rome, il faut bien admettre que tous les indices concernant la Grande Pyramide nous amènent invariablement à la même époque, le milieu du XVIIe siècle. L'épitaphe de Rhodez, l'invention du graphomètre, ses premières représentations conformes, les techniques de triangulation, le mètre, la présence de Tito Livio Buratini en Égypte, la pierre reconstituée et finalement sa hauteur. Et si tous ces indices concordants ne suffisaient pas, il y aurait en plus cette estampe datée de 1608. On y découvre le plateau de Gizeh en pleine effervescence. Des ouvriers s'affairent au pied des pyramides, sciant ou martelant d'imposants blocs de pierre. S'agit-il là d'une vue d'artiste représentant l'époque antique ? Probablement pas.
car dans ce cas, il n'aurait certainement pas inclus dans son œuvre une manufacture crachant de la fumée, un bâtiment typique du début du XVIIe siècle, ni d'ailleurs ces chariots à roues, car les Égyptiens de l'Ancien Empire n'étaient pas censés l'avoir découverte, ni des chevaux qui ne seraient introduits que 1000 ans plus tard au Nouvel Empire, ni de dromadaires absents de toutes les représentations antiques, et surtout, il n'aurait certainement pas affublé un ancien Égyptien d'un couvre-chef typique du monde ottoman. Non, de tels indices nous indiquent que cette œuvre de 1608 décrit bien son époque et que l'artiste a représenté ce qui se déroulait devant ses yeux. Alors comment expliquer cette activité débordante sur le plateau de Gizeh ? Pourrait-il s'agir d'une campagne de rénovation des pyramides ? Eh bien, pas du tout. Il s'agit en fait de ceci, la construction d'une pyramide. Pour rappel, nous sommes en 1608, soit plus de 4000 ans après la date supposée de cette scène. N'y a-t-il pas là une nouvelle fois de quoi largement douter de la chronologie admise ? Ainsi, l'hypothèse récentiste pourrait bien enfin apporter de nombreuses réponses aux mystères que pose invariablement l'ancienne civilisation égyptienne. Si elle ne datait pas de 4 millénaires, comme le prétend la chronologie conventionnelle, mais uniquement de quelques siècles, on n'aurait plus aucun besoin d'invoquer le moindre génie des bâtisseurs antiques pour justifier son invraisemblable niveau de maîtrise. Plus besoin non plus d'imaginer qu'ils avaient bénéficié d'un soi-disant héritage d'une civilisation précédente disparue, comme les Atlantes par exemple, selon l'hypothèse tellement prisée par la sphère alternative. Mais au fait, la théorie récentiste permettrait-elle de percer cet ultime mystère de notre histoire, celui de l'Atlantide ?